Bonjour, nous sommes dans le cours numéro 12 du 2 février. Alors la séance dernière nous avait amené à rencontrer l'analyse keynésienne. Donc je vous reprojette le plan de la séance. Nous avions vu quelques éléments de biographie et de situation historique donc, de John Maynard Keynes, de l'auteur. Nous avions posé l'idée forte et qui était un peu le socle de son analyse, que selon lui, l'incertitude était radicale, le futur était radicalement incertain, et donc à ce moment-là, cela obligeait les agents économiques à faire des anticipations. Voilà. Et donc ces anticipations, nous avions vu là la difficulté, c'est que selon l'horizon temporel, il y avait des difficultés différentes. Si à court terme, les individus pouvaient essayer d'anticiper en s'appuyant sur les lois du hasard, tout ce qui relève des probabilités, par contre, à long terme, Keynes postulait que pour un grand nombre de situations, l'incertitude était radicale. Sa définition, il nous dit on ne sait pas, tout simplement. Et donc à ce moment-là, l'usage des probabilités devient impossible. On ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas utiliser les lois du hasard pour essayer d'anticiper. Et donc à ce moment-là, les individus, on avait dit, bâtissaient des conventions par mimétisme, et donc ils essayaient de rechercher des points de repère, des accords implicites sans règles, qui leur permettaient d'agir ensuite, et donc ils appuyaient, ils structuraient l'espace un petit peu avec des points de repère, donc en suivant des gens dont ils pensaient qu'ils avaient un avis autorisé sur la question. Voilà, ils se forgeaient des croyances, et au bout d'un moment, quand les croyances s'agrègent, donc par mimétisme, les points de repère se structurent, les conventions se structurent, et à partir de là, si des variables qui étaient absolument incertaines deviennent conventionnelles, à ce moment-là, dans ce contexte-là, on peut envisager de réutiliser les lois de probabilité pour faire des anticipations plus courtes. Et donc on avait vu que chez Keynes, c'était finalement le long terme qui qui présidait au court terme, ce qui était un peu contre-intuitif par rapport à la vision que l'on avait conventionnelle de l'écoulement du temps. Alors, nous allons poursuivre cette analyse en l'ancrant dans la monnaie. Et donc, l'économie de Keynes est avant tout une économie monétaire, où la monnaie est au cœur de l'analyse, de la réflexion. Et donc, en fait, nous allons retrouver ce que nous avons vu la fois dernière et que j'ai rapidement rappelé succinctement. Nous allons le retrouver dans la monnaie. Alors, dans l'analyse de Keynes, voilà, je fais défiler. Donc, c'est une économie monétaire de production, c'est l'expression qui est importante. Peut-être que j'aurais dû oui, je l'ai déjà en gras, donc je ne pouvais pas le graisser un peu plus. Mais voilà, économie monétaire de production, c'est une expression à retenir. Et cette vision s'oppose à la vision des néoclassiques et même des classiques avant, qui eux supposent au contraire que la monnaie est neutre, que le fonctionnement de l'économie, l'analyse économique se fait en termes réels, en termes non monétaires, et que la monnaie ne sert à rien pour comprendre l'économie, et la monnaie en fait ne nous sert qu'à avoir une expression des prix en termes absolus, et parce qu'il suppose que dans l'économie, en termes réels, donc c'est néoclassique, le fonctionnement de l'économie est une économie de troc pour l'essentiel, donc les produits s'échangent contre les produits, donc on a plutôt des prix relatifs. Et en fait, il nous dit là, la monnaie, ça ne sert uniquement qu'à, au lieu d'avoir des prix relatifs, à avoir des prix absolus comme on les a sur les étiquettes, quoi, plutôt que d'avoir des grilles de prix en équivalent produit contre produit. Et donc, si l'économie keynésienne est une économie monétaire de production, elle se construit en s'opposant à la vision des classiques et des néoclassiques, qui est,
forgé l'expression une économie de troc monétisée, c'est-à-dire avant tout une économie d'échange, et monétisée, c'est-à-dire dans laquelle la monnaie ne sert pas à déterminer l'équilibre, mais uniquement à avoir la valeur absolue des prix dans leur expression. Donc une économie de troc essentiellement, où la monnaie est absente, par rapport à une économie monétaire ou de production, où l'économie est au centre, et c'est moins l'échange le cœur de l'analyse que l'acte de production. Alors, les agents économiques en situation d'incertitude, on avait dit, ils sont en difficulté et ils ne peuvent pas appréhender facilement cette situation, anticiper spontanément, ils bâtissent des conventions. Et donc, la traduction dans une économie monétaire de ces réflexions de la fois dernière, c'est, nous dit Keynes, le fait que les agents, à cause de cette intercitude radicale, ont une préférence pour la liquidité. C'est une autre expression clé, la préférence pour la liquidité. Alors, ça signifie avant tout que eh bien, cette économie chez Keynes, elle est vue comme une économie essentiellement monétaire. Donc, la monnaie, comme chez les auteurs classiques et néoclassiques, a les deux premières fonctions d'Aristote, c'est-à-dire elle est unité de compte, elle est instrument de règlement des échanges, et avec Keynes, elle va avoir la troisième fonction d'Aristote, que les deux courants classiques et néoclassiques ne reconnaissaient pas véritablement. Et chez Keynes, elle va avoir cette fonction de réserve de valeur. Dans la phraséologie keynésienne, on dit que cette monnaie, elle est détenue pour elle-même, alors que chez les classiques et les néoclassiques, c'était moins la monnaie qu'ils voyaient dans la réflexion en termes réels que la quantité de biens que l'on pouvait acheter avec cette monnaie. Ils voyaient davantage voilà, des quantités au bout de l'usage de la monnaie, alors que les keynésiens raisonnent en termes nominaux, comme on dit, c'est-à-dire sur des grandeurs monétaires. Alors, si je vous lis un extrait de Keynes là-dessus, pour des motifs en partie rationnels et en partie instinctifs, notre désir de détenir de la monnaie comme réserve de richesse est un baromètre de notre degré de défiance quant à nos propres calculs et conventions concernant l'avenir. Même si cette impression au sujet de la monnaie est elle-même conventionnelle ou instinctive, elle agit pour ainsi dire à un niveau plus profond de nos motivations. La possession de monnaie réelle apaise notre inquiétude, et la prime, que nous requérons pour nous faire nous séparer de la monnaie, est la mesure de notre degré d'incertitude. Alors, l'idée effectivement importante, c'est que face à l'incertitude radicale, les agents ont donc tendance à détenir la monnaie par devers eux. Ils ont une préférence pour la liquidité, donc ils détiennent des avoirs en monnaie. Et donc, et ceci d'autant plus que l'avenir est incertain. Donc, on dit que les agents ont une préférence pour la liquidité étant la capacité d'un actif, d'un avoir, à être converti en moyen de paiement sans délai, sans coût ou sans risque. Donc, quand vous détenez une forme monétaire sous forme de billets, de pièces ou de dépôt sur un compte courant, ce sont les trois formes de monnaie ici que vous pouvez utiliser pour régler des dettes, eh bien, on dira que vous détenez la liquidité par excellence, c'est-à-dire vous détenez les moyens de paiement sous leurs formes les plus liquides, puisqu'ils permettent d'éteindre immédiatement, sans coût, sans délai, sans risque, une dette. À la différence, par exemple, d'un livret A, qui n'est pas de la monnaie, puisque vous ne pouvez pas payer en présentant votre livret A chez un commerçant. Il faut d'abord le convertir, donc c'est pas très coûteux, c'est pas très long, c'est peu risqué, mais ce n'est pas un moyen de paiement directement utilisable. Et donc l'idée, c'est que Keynes réintègre la monnaie en lui donnant un rôle de réserve de valeur qui vient compléter les deux précédentes fonctions d'Aristote, mais il n'en fait pas simplement une économie de l'oncle Picsou, où on accumule, on réserve des valeurs sous forme ici de monnaie et non plus d'or, mais il nous dit on détient sous ces formes billets, pièces et surtout sur les comptes courants aujourd'hui parce que l'avenir nous paraît incertain et selon leur perception de l'avenir, eh bien, le degré de préférence pour la liquidité va être plus ou moins élevé.
Et donc, la monnaie donc, constitue, nous dit Keynes, un pont entre le présent et le futur. Et à partir de là, plus les agents ont une vision dégradée du futur, très incertaine, et bien plus les agents détiendront de la monnaie par devers eux. On dira qu'ils thésaurisent cette monnaie, thésauriser, TH, ils thésaurisent de la monnaie au lieu de la placer s'il la confiait à des agents économiques pour un usage. Voilà. Donc pour nos auteurs keynésiens et pour Keynes le premier, donc la monnaie n'est pas neutre, elle est au cœur de l'économie, elle a un rôle actif sur tout le fonctionnement de l'économie et il en fait même le point de départ de son analyse, au sens où pour lui, au tout début du processus économique, on trouve la monnaie créée par les banques commerciales. On avait fait un cours là-dessus il y a quelques années. Donc, ce sont essentiellement les banques commerciales et puis marginalement le Trésor public ou la Banque centrale, mais essentiellement les banques commerciales qui créent de la monnaie en réponse aux sollicitations des entreprises en fonction des anticipations de celles-ci. Et grâce à cette monnaie, grâce à ces crédits accordés, les entreprises peuvent produire des biens et des services et à partir de là, peuvent embaucher, et vous sentez que c'est ceci qui va nous amener vers notre thème au bout de l'embauche, l'emploi et le chômage. Donc la monnaie chez Keynes, c'est avant tout une monnaie de crédit, voilà, et non pas une monnaie marchandise, simple facilitateur d'un troc dans une économie d'échange. Et donc les anticipations que vont mener les entrepreneurs sont des calculs monétaires. L'économie est donc une économie monétaire de production. Voilà. On a l'expression qu'on avait posée en titre là, qui est ainsi décryptée. Donc la monnaie est créée par les banques en réponse aux besoins des entrepreneurs et pas en fonction d'une volonté d'une quelconque autorité extérieure, puisque ce sont tous les agents qui poussent la porte d'une banque qui vont voir leur chargé clientèle et essentiellement les entrepreneurs, nous dit Keynes, qui sont à l'origine de la création de monnaie. Cette création de monnaie, c'est un pari finalement sur l'avenir, sur la production même à venir. Et donc macroéconomiquement, globalement, si les anticipations de production des entrepreneurs sont confirmées, alors bien le pari va être gagné. Et sinon, si le pari des entrepreneurs n'est pas gagné, et bien à ce moment-là, s'ils ont anticipé trop de demandes par rapport à ce qu'il se réalisera concrètement, à ce moment-là, eh bien une partie de la monnaie aura été créée sans donner lieu à une contrepartie réelle. Et à ce moment-là, la sanction de ces paris perdus macroéconomiquement, c'est la situation d'inflation. Alors, si une entreprise fait faillite ou si un agent emprunteur fait défaut sur son paiement, c'est pas ça qui va créer de l'inflation. Là, un agent ne fait pas l'inflation, d'accord ? Par contre, si dans une économie on a un excès de financement et de production par rapport à la demande qui sera effectivement observée, à ce moment-là, si c'est un phénomène global, alors cela se traduira par le phénomène global de l'inflation, qui est la représentation des paris donc perdus. C'est une sanction négative en quelque sorte. Donc dans un environnement technique et institutionnel donné, le plein emploi des facteurs de production constitue la limite au-delà de laquelle la monnaie créée ne peut plus avoir pour contrepartie la création de richesses. Et donc l'inflation, dit autrement, a d'autres causes que l'excès de création monétaire, qui était la seule vision, la seule analyse des auteurs néoclassiques. Keynes, en fait, nous rajoute des causes réelles à l'inflation. Alors bien sûr, si on crée de la monnaie n'importe comment, cela alimentera l'inflation. N'oublions pas que Keynes a été aux commandes des finances britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout sauf un personnage laxiste en termes de monnaie, contrairement à ce qui se raconte. Par contre, il nous dit l'essentiel des choses n'est pas dans l'excès de création de monnaie. L'inflation s'explique, selon lui, essentiellement par des facteurs réels qui sont l'essentiel du phénomène. Et donc,
l'articulation de l'économie keynésienne se fait des phénomènes monétaires vers la sphère réelle, avec une rétroaction, si vous voulez, sur la sphère monétaire. Ce sont les banques qui initient le circuit économique. À partir de là, les producteurs peuvent produire, bon, passage de la sphère monétaire à la sphère réelle, et ensuite, cette production, eh bien, une partie en valeur va refluer vers les banques à travers le remboursement des crédits initiaux, et donc on revient avec un circuit qui tourne de la sphère réelle vers la sphère monétaire. Voyez, alors que chez les néoclassiques, l'essentiel était dans la sphère réelle et la monnaie était neutre, ne servait à rien, n'avait pas de rôle fondamental plutôt dans la formation de l'équilibre économique. Et c'est ce qui fait que si cette économie est monétaire de production, donc si monnaie et activité réelle interagissent, cette économie n'en est donc plus difficile à réguler. Et c'est pour ça que selon lui, les petites fables là, des prix flexibles qui ajustent l'offre et la demande sur un marché, c'est un peu court et un petit peu naïf et en plus inopérant selon lui, sauf voilà, pour des marchés micro, locaux, voilà, mais penser l'économie comme un marché des fraises au printemps, ça lui paraît absolument déraisonnable. Voilà. Alors, conséquence aussi de ceci, le taux d'intérêt, voilà, je cherchais mes mots, le taux d'intérêt, à partir de là, eh bien, il va être pour lui ce qu'on appelle une prime de renonciation à la liquidité. Il nous dit la prime que nous requérons pour nous faire nous séparer de la monnaie est la mesure de notre degré d'inquiétude face à l'incertain. Et donc cette prime de renonciation à la liquidité, c'est le taux d'intérêt. Alors pour lui, le taux d'intérêt, ce n'est pas un prix de marché, c'est le fruit d'une convention, d'un consensus entre les agents économiques. Et quand il dit que c'est la prime donc, du renoncement à la liquidité, ça veut dire que c'est ce qu'il faut verser aux agents pour les inciter à ce que leur épargne soit détenue non pas par devers eux sous forme thésaurisée, mais qu'ils acceptent de remettre cette épargne dans le circuit, d'alimenter le circuit économique et l'activité en la plaçant. Et donc les banques, recevant cette épargne placée, peuvent à ce moment-là transformer l'épargne et servir d'intermédiaire financier avec les agents producteurs. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'idée dit autrement, le revenu national donne lieu à une consommation globale et une épargne globale. Et ensuite, Keynes nous dit le taux d'intérêt, il partage l'épargne dans un pays entre la partie thésaurisée, qui est due à la préférence pour la liquidité, et pour que les agents renoncent à une partie de leur liquidité et qu'ils placent le thésaurisé, à ce moment-là, il faut les y inciter. Et c'est le taux d'intérêt qui vient rémunérer cette épargne placée là où l'épargne thésaurisée n'est pas rémunérée, bien qui est censé assurer un déport. Et donc, à ce moment-là, on peut relier ça à l'incertitude assez facilement, puisque si l'incertitude radicale face au futur donc s'accroît, ça veut dire que les agents économiques vont avoir une préférence pour la liquidité qui augmente. Ils sont inquiets face au futur, donc la préférence pour la liquidité augmente, ils thésaurisent, ils gardent de l'épargne par devers eux. Et si on veut que, dans ce contexte-là, ils renoncent à thésauriser du moins une partie et qu'ils placent dans les banques pour qu'ensuite les banques puissent accorder des crédits, etc., et bien à ce moment-là, il va falloir augmenter les taux d'intérêt. Et donc, on crée une liaison avec le fait que l'incertitude radicale sur le futur forte est associée à un taux d'intérêt élevé et réciproquement. Et donc, vous avez là un exemple de situation où, par exemple, en situation de crise économique, par exemple, plus ou moins importante, eh bien, si la banque centrale d'un pays ou d'un espace abaisse ses taux directeurs pour essayer de rendre le crédit moins onéreux, pour stimuler le recours au crédit, eh bien, si cette décision ne trouve pas un écho dans la psychologie, en quelque sorte, des agents économiques, si les agents économiques sont très inquiets face au futur,
peut-être à cause de la crise d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, je pense que vous avez compris, ils vont avoir tendance à thésauriser massivement, et les effets expansionnistes de la relance par un crédit plus abondant ne va pas trouver écho. Et donc, la baisse des taux d'intérêt peut très bien se traduire par une absence de reprise de l'investissement, par exemple, des entreprises. Et donc, on a une explication ici chez Keynes du fait que les mesures de politique économique n'ont pas d'effet mécanique sur les décisions des agents économiques. Voilà. Et ça, c'est un résultat important, parce que on le voit dans l'activité économique. Des fois, soit les gouvernements, soit la Banque centrale prennent des mesures de politique économique, et ce n'est pas pour autant que les effets attendus sont là. Alors, on peut dire la mesure était mauvaise, il fallait faire l'inverse ou autre chose, mais enfin, Keynes y rajoute, non, attendez, c'est plus compliqué que ça, peut-être était-ce une bonne mesure dans l'absolu, mais il manque peut-être quelque chose, ou ça se heurte au fait que l'appréhension des agents face au futur n'est pas en phase avec les intentions des autorités ici monétaires dans la politique économique menée. Voilà. Et donc, c'est toutes les situations, même avant le Covid, dans l'actualité récente, donc, où on voit que les taux d'intérêt dans l'économie baissaient, étaient très bas, et en fait, l'économie ne repart pas. L'instrument monétaire de stimulation par la baisse des taux d'intérêt, cet instrument ne repart pas, parce qu'il y a des inquiétudes fortes. Et donc, avec le Covid, on a vu remonter l'épargne de nombreux ménages. Alors, peut-être pas tout le monde, il faut pouvoir épargner, mais enfin, nombre de ménages ont épargné, alors que dans l'absolu, ils pouvaient dépenser, bien sûr, pas faire un voyage si les frontières étaient fermées, mais enfin, le commerce en ligne est déjà là, c'est encore développé, et mais malgré tout, il y a un stock d'épargne qui est là, et il ne reflue pas dès que le déconfinement est là, ou que le confinement s'allège, parce que bien peut-être cette épargne, c'est une épargne peut-être de précaution, ça ressemble à une thésaurisation face à une inquiétude, face à un futur radicalement incertain. Et vous voyez, à ce moment-là, la formulation de Keynes, on ne sait pas tout simplement, pour définir que le futur est radicalement incertain, vous vous rendez compte que cette situation colle assez bien avec ce que nous vivons, et que ça n'étouffe pas certains qui passent leur temps sur les plateaux télévisuels à nous expliquer de quoi sera fait demain, comment il fallait faire. En général, systématiquement, l'inverse de ce que peut prendre le gouvernement, quoi qu'il annonce d'ailleurs, c'est toujours l'inverse qu'il fallait faire, et ce qu'il préconise. Voilà. Donc, c'est un peu pathétique, mais on a vraiment sur les antennes à longueur de temps la déclinaison de cette situation d'un futur radicalement incertain, et les hommes étant immodestes, ils n'acceptent pas de prononcer cette phrase, on ne sait pas tout simplement, et de tâtonner, de chercher. Donc tous les donneurs de leçons sont là au rendez-vous, y compris les médecins d'ailleurs, mais bon, ça c'est peut-être plus gênant. Alors, regardons ensuite, pour poursuivre notre présentation. Alors, j'essaie de faire... voilà. Alors, le taux d'intérêt, j'ai oublié de faire défiler l'affaire, le taux d'intérêt prévention à la liquidité, j'ai parlé plus vite que le déroulé du plan. Alors, ceci étant dit, nous allons maintenant regarder, pour continuer, comment fonctionne cette économie monétaire de production. Nous l'avons installée donc la fois dernière autour de la notion d'incertitude, et dans le début de cette séance, nous avons relié incertitude et comportement monétaire, comportement d'épargne, entre thésauriser et placer, la préférence pour la liquidité. Et donc là, on va élargir pour construire un peu plus la maquette, je dirais, keynésienne. Et je vous rappelle que nous faisons tout ça parce que nous avons besoin de connaître un peu la vision keynésienne de l'économie pour nous en servir, ce sera la fois prochaine, pour nous en servir pour analyser notre problème particulier
qui est le problème du chômage. Je ne peux pas vous donner la vision keynésienne du chômage sans vous expliquer le fonctionnement keynésien, enfin, le fonctionnement selon Keynes de l'économie, d'où ces 2 séances, je dirais, un petit peu sur la maquette keynésienne, et la séance prochaine, la vision keynésienne du chômage et la suite de notre propos. Alors, pour Keynes, l'élément déterminant dans le fonctionnement de l'économie, c'est la demande anticipée. Voilà. Ça va être extrêmement important, donc les anticipations. Alors, cette demande, elle est constituée de demande globale, toujours au niveau macroéconomique, elle est constituée de 2 composantes. La consommation et l'investissement, la demande de biens de consommation, la demande de biens d'équipement. Et ces 2 composantes sont inégalement stables, inégalement instables. Et c'est cette demande globale qui influe sur les autres grandes variables macroéconomiques, la production et l'emploi, à travers ce qu'on appelle chez Keynes le principe de la demande effective. Alors, principe de la demande effective. Alors, on va progressivement construire ceci. Alors, tout d'abord, regardons le fait que la dépense est constituée de 2 composantes, donc l'une stable, la consommation, l'autre hautement instable, l'investissement. Alors, la demande de biens d'équipement, la demande d'investissement, elle est essentiellement effectuée par les entreprises. On va simplifier, les ménages investissent aussi, mais on va essayer de simplifier l'analyse. Et la dépense de consommation, on va l'attribuer pour l'essentiel aux ménages. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, entrepreneurs et ménages, chez Keynes, si vous voulez, investisseurs et consommateurs ne sont pas sur un pied d'égalité. C'est un lien plutôt hiérarchique qui les unit, et les entrepreneurs sont, dans cette vision, plus importants, premiers, par rapport aux consommateurs chez Keynes. Et donc, ça veut dire que pour lui, dans l'ordre du circuit, leurs décisions de dépenses n'auront pas le même poids, le même rôle dans l'économie globale. Et donc, souvenez-vous, on a dit au début, en quelque sorte, est le crédit accordé à la demande de l'entrepreneur. On va supposer que le crédit est accordé par la banque. Et à ce moment-là, donc la banque en tout premier, le producteur peut produire, 2, et ensuite 3, on va pouvoir consommer ce qui est produit. Donc il y a une sorte de hiérarchie, les consommateurs inférieurs, entre guillemets, aux producteurs. Et c'est une différence aussi avec l'économie néoclassique où tous les agents étaient un peu sur un pied d'égalité. Alors les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais là on regarde la différence du point de vue du statut économique, si vous voulez. Alors, on peut également repérer que investissement et consommation sont toutes 2 des dépenses monétaires, mais ils ne sont pas situés du même point de vue face à l'incertitude. Alors la consommation, c'est plutôt une affaire de court terme, c'est-à-dire dans un monde où le futur est probabilisable en s'appuyant sur les conventions de long terme en vigueur. Et donc cette consommation, elle est peu soumise à l'incertitude, elle est relativement stable dans sa relation avec le revenu global. Quand on regarde les statistiques, bon, c'est pas la proportion du revenu national qui est consommé dans un pays n'est pas une constante absolue, mais elle fluctue dans un très petit intervalle. Il y a en gros un petit écart type sur les valeurs autour de la valeur moyenne, et donc voilà, la consommation est hors situation exceptionnelle ou très très exceptionnelle, la grandeur stable ou la plus stable. Par contre, l'investissement, c'est du domaine, lui, du long terme. L'incertitude alors est radicale, le futur est incertain, non probabilisable et donc hautement conventionnel. Et donc l'investissement, lui, c'est la variable instable dans la demande globale. Et là aussi, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que à toute époque, c'est l'investissement qui connaît
des fluctuations les plus importantes, alors avec des hausses, des baisses sur des temps très courts, avec parfois des très gros écarts en pourcentage d'une année sur l'autre. Donc on retrouve, si vous voulez, cette différence dans les faits quand on mesure la stabilité des relations. Alors, pour de manip. Alors voilà, je voulais vous montrer le plan. Alors à partir de là, si la demande globale est faite de demande de biens de consommation et demande de biens d'équipement, de consommation et d'investissement, nous allons à ce moment-là pouvoir voir le principe dit de la demande effective chez Keynes. Alors la demande effective, expression, je pense que ça doit être une mauvaise traduction, je ne suis pas spécialiste en anglais, mais enfin en français ça ne veut rien dire, donc il doit y avoir un problème à la traduction, et je crois qu'il vaut mieux comprendre la demande anticipée. Voilà. Là ça a du sens, hein, voilà. Donc je vous ai mis l'expression qu'on trouve dans la traduction de la théorie générale de Keynes, hein, mais la traduction, je crois, compréhensible, c'est la demande anticipée, dans la demande de biens de consommation, la demande de biens d'équipement anticipée par les entrepreneurs. Alors, voilà. Alors, les entrepreneurs à court terme, donc, ils cherchent à prévoir la production à réaliser, l'emploi, les revenus à distribuer et la dépense monétaire qui s'en suivra. Donc cette décision de produire, épaulée donc par les banques, de la part des entrepreneurs, eh bien, va être la décision qui conditionne nombre de grandeurs économiques. Et donc là, il n'est plus question de marché, de prix d'équilibre entre une offre et une demande. Enfin, ça peut exister sur un micro-marché local, mais ici, nous faisons de l'analyse macroéconomique et nous cherchons à comprendre comment fonctionne l'économie globale. Et la maquette de Keynes ne se lie pas avec une offre de demande et des histoires de prix flexibles, mais davantage, vous l'avez vu, par des histoires d'articulation au cours du temps, d'anticipation, de futurs incertains, moins incertains, probabilisables, non probabilisables, de conventions. Enfin, le fonctionnement est perçu de façon très différente. Alors, pour montrer ces entrepreneurs et leurs décisions, eh bien, donc c'est une économie, nous sommes à court terme, donc ça veut dire que les capacités de production sont données, le facteur capital, les équipements disponibles sont donnés, les techniques de production sont données, le progrès technique n'a pas le temps de jouer, et donc à ce moment-là, dans cet environnement-là, les producteurs cherchent à prévoir les revenus monétaires qu'ils distribuaient à l'occasion de la production anticipée et les sommes monétaires qui reflueraient vers eux sous forme de dépenses d'achat des consommateurs. Alors, la capacité productive d'une économie est elle-même le fruit d'une convention, d'un accord implicite sans règle, d'un point d'ancrage, d'une croyance partagée, mimétique. Et donc, les entrepreneurs essayer de se faire une idée, en gros, des recettes futures qui pourraient être associées à différents niveaux de production vendus possibles. Donc, ils étudient leur marché, quoi, en quelque sorte, en faisant des simulations. Et donc, en fonction de l'idée de la demande qui pourrait s'adresser à eux, de leur carnet de commandes, comme ils disent assez souvent, eh bien, les producteurs vont mettre en œuvre un certain niveau de production dans l'économie, et à partir de là, vont en déduire un niveau d'emploi requis pour mettre en œuvre cette production. Donc vous voyez qu'on commence à approcher l'emploi, là, on est aux portes de l'usage de cette économie keynésienne pour notre sujet. Et alors, aussi, il faut remarquer que chez Keynes, ces capacités de production qui viennent des anticipations des entrepreneurs sur le futur, sur leur carnet de commandes, il n'y a aucune raison, contrairement au néoclassique, que cette capacité de production soit toujours associée au plein emploi des facteurs. Et Keynes nous dit généralement l'économie est rarement au plein emploi des facteurs, c'est-à-dire que les anticipations des entrepreneurs
ne correspondent quasiment jamais au plein emploi des facteurs, hein. La probabilité est très faible. Par contre, il nous dit anticipation des entrepreneurs globalement et ce que l'on pourrait produire sans avoir d'inflation, à pleine utilisation des capacités productives, eh bien, capacité maximale, si vous voulez, de production. Généralement, les deux grandeurs sont discordantes, et Keynes précise même qu'en général, c'est moins le suremploi des facteurs, qui est extrêmement rare, que le sous-emploi des facteurs, qui est la norme. Et donc, dans le sous-emploi des facteurs, vous voyez là aussi que nous arrivons tout doucement vers le sous-emploi du facteur travail et peut-être la notion de chômage au bout. Vous voyez, donc, on y est presque là, hein. Et donc, voilà, l'économie monétaire de production chez Keynes, c'est une économie qui analyse le sous-emploi comme la norme, le sous-emploi de tous les facteurs, hein, pas que le travail, et le plein emploi des facteurs comme l'exception, et de ces polairement situés par rapport aux néoclassiques qui, eux, nous disaient que le plein emploi des facteurs est la situation ultra-dominante, la règle, et le sous-emploi ou le déséquilibre, une exception, et encore très fugace si les prix sont flexibles et le marché concurrentiel. Donc on a vraiment deux visions du monde. Voilà, alors c'est sûr, avec la définition des néoclassiques, leur définition du plein emploi très particulière, ça les aide bien à avoir l'impression que ça fonctionne. Mais si vous faites un sondage et que vous allez, ou si vous parlez dans la rue en expliquant le plein emploi au sens des néoclassiques, c'est-à-dire que c'est tous ceux qui veulent travailler au prix du marché en temps de travail, les autres ont choisi de ne pas travailler, ils arbitrent pour le loisir, hein, vous vous souvenez. Je crains que ça finisse mal pour vous dans certaines rues ou dans certaines ambiances, vous voyez. Ils vont vous crier à la provocation, les gens, et ils n'auront peut-être pas tort, hein. Et donc là, chez Keynes, au contraire, il y a une notion de plein emploi qui est non pas qui colle avec l'intuition, mais qui correspond davantage, si vous voulez, à une définition statistique, comme peut le faire l'INSEE, qui essaie de mesurer les capacités productives de l'économie française si on utilisait tout le travail et le capital disponible à technologie donnée, et qui ensuite essaie de comparer ceci avec le niveau de production dans l'économie. Et là aussi, les statistiques sont imparables, hein, en définissant le plein emploi ainsi. Vous avez toujours généralement une situation de sous-emploi, et avec quelques moments parfois dans l'histoire de plein emploi, et des moments où on s'approche, on s'éloigne du plein emploi. Alors, nos entrepreneurs, ils cherchent à prévoir la production à mettre en œuvre en fonction de la dépense monétaire qu'ils anticipent, en fonction donc de la demande anticipée, de la demande effective, hein, la mal nommée. Et donc à ce moment-là, si la communauté, les agents économiques sont prêts à dépenser plus que ce qui était envisagé par les entrepreneurs sous forme de revenus distribués, eh bien les entrepreneurs vont subir un manque à gagner. Voilà, si il faut une étude de marché qui prévoit 100 et que les gens ont envie de 120, mais ils se disent bah, dommage, si on avait préparé 120, ce serait parti. Là, on n'a préparé que 100, on n'a pas vendu 20. Alors il peut y avoir un peu de tension et d'inflation, et inversement, les entrepreneurs subiront des pertes si la prévision sont trop optimistes. Dans ce cas, ils devront réviser assez rapidement, s'ils le peuvent, leur niveau de production à la baisse en ajustant le facteur de production le plus flexible, hein, c'est-à-dire par rapport au capital, c'est le travail, hein, voilà. Et donc, on arrive sur nos histoires de fluctuation de l'emploi et du chômage dans le miroir. Et donc, à ce moment-là, donc cette économie keynésienne, en situation d'incertitude radicale, les agents bâtissent des conventions, ce qui leur permet de faire des prévisions en utilisant les lois du hasard, des probabilités. Nos agents, en fonction de leur appréhension du futur, détiennent plus ou moins de monnaie par devers eux, hein, la préférence pour la liquidité est plus ou moins grande, le taux d'intérêt prime de renonciation à la liquidité est plus ou moins important suivant que les individus sont plus inquiets ou moins inquiets par rapport au futur. À partir de là, nos entrepreneurs, qui sont les agents essentiels avec les banques, cherchent à anticiper donc la demande de biens de consommation, la demande de biens de production. On va supposer qu'ils trouvent
une oreille relativement favorable chez les financiers qui leur accordent dans des moyens de paiement, qui leur accordent des crédits. Et à partir de là, sur l'image qui se font, sur l'idée qui se forme de la demande effective, à tort ou à raison, vraie ou fausse, hein, voilà, c'est là aussi une sorte de convention qui se met, eh bien, en fonction de la vision des entrepreneurs sur le futur, à travers leurs anticipations, ils vont mettre en œuvre un certain niveau d'emploi, un niveau de production dans l'économie, et à partir de là, pour réaliser ce niveau de production, ils vont avoir besoin d'un certain volume d'emplois dans l'économie pour réaliser cette production à capital et à technique donnée. Et donc, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, et c'est là-dessus que nous repartirons la fois prochaine. Et donc, la coupure de cette séance est pile à l'articulation entre les deux premières séances, enfin celle-ci et la précédente, pour essayer de construire rapidement, malgré tout, la maquette et l'originalité de la pensée keynésienne, et continuer à utiliser cette pensée, mais davantage appliquée maintenant au vrai sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire le chômage, et donc avoir le regard de keynésien sur le phénomène du chômage. Voilà. Et poursuivre ensuite notre exploration au regard de ce qu'on sait un petit peu dans la pensée économique sur ce phénomène, puisque c'était le fil conducteur depuis le mois d'octobre. Voilà, donc à bientôt pour le prochain cours, pour suivre le programme que je viens de vous annoncer. Allez, au revoir.